J'ai toujours été quelqu'un de prévoyant. C'est dans ma nature. Alors, lorsque mes parents ont annoncé, il y a 6 mois, notre voyage familial annuel à La Baule, j'ai aussitôt commencé à planifier chaque détail dans mon esprit. Je pouvais déjà sentir le sable chaud de la plage glisser entre mes orteils et goûter l'air iodé sur ma langue. Cette année serait spéciale, nous ne nous étions pas tous retrouvés depuis que ma sœur Sophie avait eu son 2e enfant. Je m'appelle Thomas, pour information. L'enfant du milieu. Le pacificateur. Celui qui s'assure toujours que tout le monde soit heureux. Ce rôle, je l'ai joué toute ma vie, honnêtement, il me convient plutôt bien. Du moins, je le croyais. Dès que papa a envoyé le message groupé à propos du voyage, j'étais à fond. J'ai commencé à rédiger une liste de choses à emporter sur mon téléphone, y ajoutant à chaque fois qu'une idée me venait, crème solaire, serviette de plage, ce nouveau roman que j'avais envie de lire. J'ai même acheté un nouveau maillot de bain, m'imaginant déjà en train de me prélasser au bord de la piscine de la maison de vacances que nous louions chaque année. Chaque soir, je m'allongeais dans mon lit en visualisant comment tout allait se dérouler. Maman insistait pour préparer sa fameuse soupe de palourde au moins une fois pendant la semaine. Papa nous tirait tous du lit à l'aube pour une promenade sur la plage, marmonnant avec amusement que nous devenions tous mous. Les enfants de Sophie, la petite Emma et Jacques, construisaient des châteaux de sable en riant aux éclats tandis que les vagues léchaient leurs pieds. Et moi? J'étais là, en plein cœur de tout cela, savourant chaque instant. Peut-être trouverais-je même le temps d'avoir ces conversations profondes avec papa dont nous ne semblions jamais avoir l'occasion à la maison. Ou d'apprendre enfin à maman à utiliser son smartphone sans m'appeler toutes les 5 minutes. Au fil des semaines, mon enthousiasme grandissait. Je rendais souvent visite à mes parents, officiellement pour aider à organiser, mais en réalité pour me délecter de l'attente. Maman était toujours à la table de la cuisine, entourée de brochures et d'imprimés, murmurant à propos des réservations de restaurants et des plannings d'activités. « Thomas, mon chéri, disait-elle en me regardant par-dessus ses lunettes, tu penses qu'on devrait réserver l'excursion d'observation des dauphins pour mardi ou mercredi ?» Je tirais une chaise, prenais un biscuit sur l'assiette toujours garnie de la table, et plongeais dans la discussion. « Eh bien, la météo semble meilleure pour mercredi, disais-je, me sentant importante et utile. Et puis, ça nous laisse une journée pour nous installer. Papa entrait alors en souriant, secouant la tête face à notre effervescence d'organisation. Vous et vos plannings, riait-il. Ne pourrait-on pas, pour une fois, laisser faire le hasard? Mais je savais qu'il appréciait tout de même notre minutie. Papa a toujours été le spontané, même s'il admettait parfois que tout se passait mieux quand maman et moi avions tout prévu. À l'approche du départ, notre groupe familial sur les réseaux s'enflammait de messages enthousiastes. Sophie envoyait des photos des nouveaux jouets de plage qu'elle avait achetés pour les enfants. Maman partageait des liens vers des articles sur les meilleurs glaciers de la région. Pour ma part, je postais des mises à jour météo et des rappels sur ce qu'il fallait emporter. La veille du départ, je n'arrivais presque pas à dormir. Je me tournais et me retournais, l'esprit saturé par toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Je m'imaginais passer des après-midi paresseux sur la plage, des parties endiablées de mini-golf, et des soirées à jouer aux cartes sur le porche en écoutant le bruit des vagues au loin. Finalement, incapable de contenir mon excitation, je me levai et vérifiai pour la énième fois ma valise. Tout était parfait. J'étais prêt. Le lendemain matin, je me réveillai avant mon réveil, comme un enfant le jour de Noël. Je pris mes affaires et me rendis chez mes parents, où nous devions tous nous retrouver avant de prendre la route. Le parking était déjà en effervescence quand j'arrivai. Papa s'activait à caser les valises dans le coffre de son SUV, tel un expert de Tetris, tandis que maman virevoltait avec un clipoir, cochant méthodiquement chaque point de sa liste maîtresse. Le monospace de Sophie était déjà là, et j'entendais les cris d'excitation d'Emma et de Jacques depuis la maison. « Bonjour à tous », lançai-je en agitant la main en sortant de ma voiture. « Besoin d'un coup de main ?» Papa leva les yeux, essuyant la sueur de son front. « Ah, Thomas. Parfait timing. Tu pourrais aller chercher la glacière dans le garage ? Je te jure que ta mère a emballé assez de nourriture pour nourrir une armée. » Je ris et me dirigeai vers le garage, ressentant cette chaleur familière d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi.
Voilà ce qu'était la famille s'entraider, travailler ensemble, créer des souvenirs. En soulevant la glacière, et croyez-moi, elle était lourde comme une enclume, j'entendis la voix de Sophie depuis la maison. Maman, tu es sûre qu'il y a assez de place? On aurait peut-être dû louer une maison plus grande cette année. Je m'arrêtai, fronçant légèrement les sourcils. Une maison plus grande? Mais nous louions toujours la même villa de bord de mer. C'était presque une tradition familiale à ce stade. La réponse de maman se fit entendre par la fenêtre ouverte. Ne t'inquiète pas, chérie. On a largement de la place. Ton père et moi prenons la suite principale, toi et Michel avez la deuxième plus grande chambre pour vous et les enfants, et les jumeaux partagent la chambre mezzanine. Je faillis laisser tomber la glacière. Et moi alors? Il ne m'avait sûrement pas oublié? Avec une inquiétude grandissante, je regagnai le parking. Papa continuait de charger les sacs, et je posai la glacière à côté de lui. Papa, dis-je d'un ton détaché, c'est quoi la chambre qui m'est attribuée, déjà? Papa se redressa, une expression étrange traversant son visage. Il jeta un coup d'œil vers la maison, puis me regarda. Eh bien. Il commença, puis s'interrompit. Mon cœur se serra. Papa, soufflai-je à peine audible. Il soupira, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Écoute, Thomas, il y a eu un petit quiproquo avec les réservations. On avait pensé que tu ne pourrais pas venir cette année avec ton nouveau boulot et tout ça. Je le fixai, incrédule. Mais je parle de ce voyage depuis des mois. J'ai aidé à l'organiser. Comment avez-vous pu penser que je ne venais pas? Avant que papa ne puisse répondre, Sophie sortit de la maison, les bras chargés de jouets de plage. D'un seul coup, elle sembla percevoir la tension qui se lisait sur nos visages. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle en nous regardant tour à tour. Papa ouvrit la bouche pour parler, mais je l'interrompis. Apparemment, il n'y a pas de place pour moi dans la villa, déclarai-je, la voix serrée par la peine et la colère. On n'a pas réservé de chambre pour moi. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, et pendant un court instant, je crus voir une lueur de culpabilité traverser son regard. Mais aussitôt, elle éclata d'un rire sec, presque comme un gifle. Allez, Thomas, ce n'est pas si grave. Nous sommes la vraie famille, et nous sommes plus importants, tu ne trouves pas? Ah! Ces mots me frappèrent comme un coup violent. Je reculai d'un pas, sentant le sol se dérober sous mes pieds. L'excitation et l'attente accumulées pendant des mois s'évaporèrent, ne laissant place qu'à un vide glacial dans le creux de mon estomac. Je regardai Sophie, puis papa, espérant que quelqu'un dirait que ce n'était qu'une plaisanterie, un malentendu. Mais papa resta là, le visage figé dans une expression de gêne et de honte. Et Sophie? Sophie se détourna déjà, appelant les enfants à mettre de la crème solaire. À cet instant, tout changea. La famille chaleureuse et joyeuse dont je me croyais membre se transformait soudainement en étranger. Le voyage que j'attendais avec tant d'ardeur s'annonçait désormais comme un cauchemar. Je respirai profondément, tentant de me ressaisir. Je pars, dis-je doucement, la voix à peine audible au-dessus du brouhaha des valises et des enfants excités. Papa tendit la main, hésitant dans l'air entre nous. Thomas, attends. On peut arranger les choses. Peut-être trouver une solution, ou... Mais j'avais déjà commencé à reculer, secouant la tête. Non, répliquai-je d'un ton plus ferme. Je ne vais pas aller là où je ne suis pas le bienvenu. Je me retournai et marchai vers ma voiture, ignorant les éclats de voix qui s'élevaient derrière moi. En m'installant au volant, je vis maman s'affairer dans le rétroviseur, sortant précipitamment de la maison, le visage marqué par la confusion. Mais je n'attendis pas pour l'entendre. Je démarrai et quittai le parking, laissant derrière moi ces vacances familiales et peut-être même la famille dont j'avais jadis rêvé de faire partie. Sur la route, mon téléphone se mit à vibrer sans relâche. Appels, SMS, messages vocaux tous ignorés. Je ne savais pas exactement où aller, mais je savais que je ne pouvais pas rester. La route s'étendait devant moi, un ruban d'asphalte me menant loin de la douleur et de la trahison, vers un avenir incertain. Le voyage familial dont j'avais rêvé tant de temps s'était terminé avant même d'avoir commencé. Mais peut-être,
Juste peut-être, un autre type de voyage était sur le point de débuter. En m'éloignant de la maison de mes parents, les mots de Sophie résonnaient dans ma tête comme un disque rayé. Nous sommes la vraie famille et nous sommes plus importants, tu ne trouves pas? Ah! Chaque répétition était une nouvelle blessure, creusant toujours plus profondément mon cœur. Je me retrouvais à errer dans les rues familières de ma ville natale, La Rochelle. Le centre historique, d'ordinaire source de réconfort avec ses charmants bâtiments en pierre et ses platanes drapés de lierre, me semblait désormais étranger et peu accueillant. Je passais devant la Garonne, ses eaux troubles reflétant mes émotions tourmentées. Mon téléphone continuait de vibrer inlassablement. Je jetai un rapide coup d'œil des appels manqués de maman, de papa, même de Sophie. Des textos s'accumulaient, vraisemblablement un mélange de confusion, de colère et d'excuses tièdes. Je n'arrivais pas à les lire. Pas encore. Peut-être jamais. Je finis par arriver à la plage de Pornic, ce lieu familier qui m'avait toujours servi de refuge depuis mon enfance. Le bruit des vagues se brisant contre le rivage, habituellement apaisant, me semblait aujourd'hui n'être qu'un rappel moqueur des vacances en famille dont j'étais privée. Je stationnai ma voiture et descendis sur le sable, mes chaussures de ville s'enfonçant maladroitement à chaque pas. Je n'avais même pas eu le temps de changer ma tenue de travail, tant j'avais été pressée par l'impatience du voyage. Trouvant un coin tranquille, loin des rares vacanciers profitant du soleil de fin d'après-midi, je m'assis lourdement sur le sable. Le poids de ce qui venait de se passer commençait enfin à s'imposer. Ma propre famille, ces personnes en qui j'avais toujours eu confiance quoi qu'il arrive, m'avaient exclu. Et pas seulement exclu, mais de manière à me faire sentir n'être qu'une réflexion après coup. J'essayais de rationaliser. Peut-être n'était-ce qu'un malentendu. Peut-être que papa avait raison et qu'ils avaient vraiment cru que je ne pourrais pas venir à cause de mon nouveau boulot. Mais alors, les mots de Sophie me revinrent, tranchant comme un rasoir, balayant toute tentative de justification. Nous sommes la vraie famille. Qu'est-ce que cela signifiait, au juste? N'étions-nous pas tous censés être famille? Alors que je regardais les vagues aller et venir, des souvenirs affluaient. Tous ces moments où je m'étais sentie légèrement à l'écart de ma propre famille. Les blagues complices entre Sophie et nos parents auxquelles je ne comprenais jamais vraiment l'ampleur. La façon dont ils discutaient parfois d'événements ou de décisions comme si je n'étais même pas là. J'avais toujours passé outre, me disant que j'étais trop sensible. Mais désormais, à la lumière crue des paroles de Sophie, je ne pouvais plus ignorer le schéma récurrent. Je repensais à son mariage il y a 3 ans. J'avais été si enthousiaste à l'idée de participer à ce grand jour, de me tenir à ses côtés en tant que frère. Mais quand vint l'heure de choisir la personne qui l'assisterait en tant que témoin, elle avait opté pour sa camarade d'université plutôt que pour moi. « C'est juste que Julie et moi sommes si proches », avait-elle expliqué avec un haussement d'épaule. « Tu comprends, non ?» Et j'avais hoché la tête et souri, parce que c'était ce que j'avais toujours fait. J'avais compris. Je rendais la vie plus facile pour tout le monde. Ou encore la fois où maman et papa avaient décidé de rénover la maison. Ils avaient transformé ma vieille chambre en salle de jeu pour les enfants de Sophie sans même me consulter. Eh bien, tu as désormais ton propre espace, avait dit maman quand j'avais exprimé ma surprise. Et les petits ont besoin d'un endroit où jouer quand ils viennent. Cela avait piqué, mais encore une fois, j'avais avalé ma peine en me persuadant que cela avait du sens. Assis sur cette plage, je réalisais que ce n'était pas un incident isolé. C'était l'accumulation d'années d'exclusion subtile, d'être constamment relégué en marge de ma propre famille. Et j'avais laissé faire, à maintes reprises, en jouant toujours l'entendu, le pacificateur, celui qui ne dérangeait pas. Au moment où le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le sable, je pris une décision. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien quand tout indiquait le contraire. J'avais passé tant de temps à essayer de m'intégrer dans une famille qui, apparemment, ne me considérait pas comme essentielle. Il était temps de me défendre, même si cela signifiait partir. Le cœur lourd mais empli d'une détermination nouvelle, je me levai, brossai le sable de mon pantalon et jetai un dernier regard vers l'océan. Il était temps d'affronter la réalité. En regagnant ma voiture, je me mis à écouter les premiers messages vocaux qui s'accumulaient. La voix en sanglots de maman, « Thomas, mon chéri, où es-tu ?
Reviens, s'il te plaît, qu'on en parle. Papa, d'un ton bourru mais inquiet, fiston, je sais qu'on a merdé. On doit trouver une solution ensemble. Et Sophie, mêlant défensive et remords, Thomas, tu es ridicule. Ce n'était qu'une plaisanterie. Arrête de faire ta victime et reviens. Leurs paroles, jadis si chères à mon cœur, sonnaient désormais creuses. Ils ne s'excusaient pas pour m'avoir exclu, ils étaient contrariés que j'aie perturbé leur plan en refusant de taire ma douleur. Tout tournait autour de leur inconfort, de leur dérangement. Pas de ce que je ressentais. Avant que j'aie le temps de répondre, j'avais déjà pris une décision. Je ne crierai pas, je ne provoquerai pas de scène. Je me contenterai de tracer une limite et de m'y tenir. Les mains légèrement tremblantes, je composais un message dans le groupe familial, je ne pars pas. J'ai besoin de réfléchir. Merci de ne pas me contacter un moment. Je vous écrirai quand je serai prêt. Passez de bonnes vacances. Simple. Direct. Et bien plus difficile à envoyer que je ne l'avais imaginé. Mon doigt hésita sur le bouton d'envoi pendant une éternité. C'était le moment où je cessais d'être le pacificateur pour enfin m'affirmer. Après un profond soupir, j'appuyai sur « Envoyer ». La réponse fut immédiate. Mon téléphone explosa de notifications. Appels, SMS, nouveaux messages vocaux. Je l'éteignis sans même écouter ou lire quoi que ce soit. Ils avaient fait leur choix en organisant ce voyage sans moi. Maintenant, c'était moi qui faisais le mien. Je passais les heures suivantes dans un état second, arpentant mon appartement en pilote automatique. J'annulais mes jours de congé, envoyant un bref courriel à mon patron pour l'informer d'un changement de programme. Je déballais ma valise soigneusement préparée, chaque objet me rappelant l'excitation ressentie ce matin-là. Était-ce vraiment seulement quelques heures ? Cela semblait appartenir à une vie révolue. Lorsque la nuit tomba, je me retrouvai sur mon petit balcon, regardant la ville s'éveiller à l'horizon. Les lumières de La Rochelle scintillaient en contrebas, la vie continuant normalement pour tous, tandis que mon monde était bouleversé. Je pensais à ma famille, probablement déjà installée dans la villa de la Baule à cet instant. Se mettait-on en place, avançant déjà après le drame du matin ? Ou une ombre planait-elle sur leurs vacances, mon absence une évidence difficile à ignorer ? Une partie de moi plus grande que je ne l'admettrais espérait que ce fût le cas. J'espérais qu'ils ressentaient intensément mon absence. J'espérais qu'ils regrettaient leurs actions et passaient la soirée à essayer de réparer les torts. Mais une autre partie de moi, celle qui en avait assez d'espérer toujours mieux d'eux, savait que cela n'arrivait guère. Ils passeraient sans doute un excellent moment, peut-être avec quelques instants gênants, mais, en définitive, ils profiteraient de leurs vacances en famille. Sans moi. En sirotant une bière et avec le cœur meurtri, je me mis à réfléchir à la suite. Jamais je n'avais envisagé de mener une vie en dehors de celle de ma famille. Même après avoir quitté le foyer familial et entamé ma carrière, ils avaient toujours constitué une grande partie de mes projets et de mon avenir. Désormais, je faisais face à un futur où cela pourrait ne plus être le cas. C'était terrifiant. Mais, d'une manière étrange, cela m'excitait aussi. Pour la première fois de ma vie, je me mettais en avant. Je refusais d'être traité comme une réflexion après coup. Je revendiquais ma valeur, même si ma famille ne la reconnaissait pas. Je songeais à la semaine qui s'annonçait. Tandis que ma famille construirait des châteaux de sable et dégusterait des fruits de mer à la Baule, que ferais-je ? Les possibilités me semblaient soudain infinies. Peut-être entreprendrais-je un road trip en solitaire, explorerais-je des lieux que j'avais toujours voulu visiter mais jamais eu l'occasion de découvrir. Ou peut-être resterais-je ici, à La Rochelle, redécouvrant ma ville natale sous un nouveau jour. Je pourrais même faire du bénévolat dans un refuge animalier, une envie que je repoussais depuis bien trop longtemps. Ou suivre ce cours de cuisine que j'avais repéré dans un institut local. Pour la première fois depuis les mots acerbes de Sophie ce matin-là, j'entrevis une lueur d'espoir. Ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. L'occasion de me redécouvrir, en dehors du rôle de pacificateur familial. De construire une vie qui me valorisait pour ce que j'étais, et non pour la façon dont je m'insérais dans les projets des autres. En fin de compte, alors que je terminais ma bière et regagnais mon appartement, une paix étrange s'empara de moi. Demain serait difficile.
Les jours suivants le seraient également. Mais j'étais plus fort que je ne l'avais cru. J'avais franchi la première étape pour me défendre, et j'étais prêt à voir où ce nouveau chemin me mènerait. Le lendemain, je me réveillais au doux éclat du lever du soleil filtrant à travers mes rideaux. Pendant un instant, j'oubliais tout ce qui s'était passé hier. Je m'étirais, prêt à bondir du lit et à rejoindre ma famille sur la plage. Puis tout me revint en mémoire, la révélation, les mots coupants de Sophie, ma décision de rester en retrait. Allongé, fixant le plafond, je ressentis le poids de la solitude peser sur moi. Le silence de mon appartement était assourdissant. Pas de rire d'enfant, pas de parfum de café frais de maman, pas l'appel impérieux de papa pour nous presser. Rien, que le silence. Après ce qui sembla être des heures ou peut-être seulement quelques minutes, je me traînais en direction de la cuisine, accomplissant machinalement le rituel du café. Tandis que l'arôme riche emplissait l'air, je m'appuyais contre le comptoir, observant mon modeste appartement qui semblait soudainement bien vide. Je repris mon téléphone, laissé en charge toute la nuit. Dès que je l'allumai, il se mit à vibrer frénétiquement avec une avalanche de notifications. D'autres appels manqués, d'autres messages. Je les parcourus rapidement, sans vraiment les lire. Maman, papa, Sophie, et même Michel, tous voulaient savoir où j'étais, pourquoi je ne répondais pas, quand j'allais les rejoindre. Avec un soupir, je remis le téléphone de côté sans répondre. Je n'étais pas prêt à les affronter pour l'instant. Au lieu de cela, je me servis un café et sortis sur mon petit balcon. Les rues de La Rochelle grouillaient déjà d'activité matinale. Les gens se rendaient au travail, les joggeurs s'élançaient, et les touristes, impatients d'explorer, arpentaient les trottoirs. Tout le monde avait une destination, une occupation, sauf moi. En savourant mon café, une idée germa en moi. Peut-être n'avais-je pas à rester ici, entouré des rappels incessants de ces vacances familiales manquées. Peut-être avais-je simplement besoin de changer d'air, de m'éloigner pour clarifier mes idées et découvrir ce que je désirais vraiment. Cette idée devint irrésistible. Dès que j'eus fini mon café, j'avais pris ma décision. Je préparai un sac en y jetant quelques vêtements sans trop réfléchir à ce que j'emportais. L'important était de partir, de mettre de la distance entre moi et tout ce qui venait de se passer. Avant de partir, j'envoyai un rapide courriel à mon patron pour l'informer de quelques jours personnels. Puis, sur un coup de tête, j'envoyai un dernier message dans le groupe familial, « Je vais bien. Je prends du temps pour moi. Ne vous inquiétez pas, je mis mon téléphone en veille avant de pouvoir voir les réponses. » En fin de matinée, j'étais sur la route, filant vers l'ouest sur l'autoroute A10, sans destination précise, juste l'intention de rouler jusqu'à me sentir suffisamment éloigné de mes problèmes. Le paysage familier de l'ouest français défilait, plaines agricoles, parcelles de forêts denses, petits villages semblant figés dans le temps. Au fil des kilomètres, mon esprit repassait sans cesse aux événements d'hier. Le choc de réaliser que j'avais été oublié, la douleur des mots froids de Sophie, ce mélange étrange de peur et d'exaltation quand j'avais décidé de me tenir debout. Tout cela paraissait à la fois si immédiat et si lointain, comme un rêve vif qui commençait déjà à s'effacer. Je pensais à ma famille, probablement en train de s'installer pour leur première journée complète à la villa. Se prélassaient-ils au bord de la piscine, construisaient-ils des châteaux de sable ou choisissaient-ils le meilleur restaurant de fruits de mer? Parlaient-ils de moi, se demandant où j'étais et pourquoi j'avais réagi aussi fortement? Ou avaient-ils déjà refoulé mon absence pour ne pas gâcher leurs vacances? Les kilomètres défilaient, les petits villages laissaient place à de plus grandes villes, puis à nouveau au calme de la campagne. Je m'arrêtai pour déjeuner dans un petit dîner à Saint-Nazaire, grignotant des œufs et des pommes de terre rissolées tout en écoutant à moitié les discussions des habitués sur la météo et la politique locale. Leur aisance dans leurs échanges me fit mal au cœur, accentuant ma solitude. De retour sur l'autoroute, je me retrouvai sur la 10, filant vers le sud. La route s'étirait devant moi, promesse d'évasion, ou du moins d'éloignement. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, je franchissais la frontière vers une autre région. Jamais auparavant je n'avais voyagé aussi loin seul. Il était étrange de constater qu'un simple passage de frontière pouvait prendre des allures de grand exploit. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances éclatantes d'orange et de rose, je réalisais que je roulais depuis des heures sans vraiment savoir où j'allais. Je me trouvais près de la Roche-sur-Yon,
et la fatigue commençait à se faire sentir. Il était temps de trouver un endroit pour passer la nuit. Je pris la prochaine sortie et découvris un modeste motel situé au bord de l'autoroute. L'enseigne au néon, chambre disponible, clignotait faiblement dans le crépuscule naissant. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffirait pour la nuit. En m'enregistrant, la réceptionniste, l'air désintéressé, ne leva guère les yeux de son magazine. Son indifférence me rassura étrangement. Ici, je n'étais plus Thomas, le grand oubli, ni Thomas, l'enfant du milieu toujours relégué. J'étais simplement un voyageur de passage. La chambre était petite et légèrement désuète, avec un papier peint fleuri fané et une télévision qui semblait dater d'une autre époque. Mais elle était propre, et le lit paraissait suffisamment confortable. Je laissai tomber mon sac de voyage au sol et m'affalai sur le bord du lit, submergé par les événements des 2 derniers jours. Me voilà, dans une ville inconnue, dans une chambre de motel étrangère, ayant fui ma famille comme un adolescent après une dispute. Était-ce vraiment la bonne décision ? Aurais-je dû rester et essayer de réparer les choses ? Était-ce une réaction excessive face à ce qui n'était peut-être qu'une série d'erreurs irréfléchies ? J'envisageais de rallumer mon téléphone pour consulter mes messages. Peut-être aurait-il réalisé combien il m'avait blessé. Peut-être y aurait-il des excuses sincères, des supplications pour que je les rejoigne, avec la promesse que tout serait différent. Mais même en y pensant, je savais que ce n'était pas le cas. Il pourrait être inquiet, se sentir coupable, mais il ne comprendrait jamais vraiment. Il ne l'avait jamais fait. Pourquoi celle-ci serait-elle différente ? Avec un soupir, je remis le téléphone dans ma poche sans l'allumer. Je me levai, m'approchai de la fenêtre et écarta les lourds rideaux pour contempler le parking. Quelques voitures stationnaient çà et là, leurs propriétaires probablement perdus dans leur chambre comme moi. Fuyait-on quelque chose, ou courait-on vers autre chose ? En observant la dernière lueur du jour s'évanouir, une étrange paix m'envahit. Oui, j'étais seule. Oui, j'étais blessée. Mais pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision uniquement pour moi. Non pas pour maintenir la paix, ni pour satisfaire autrui, mais parce que c'était ce dont j'avais besoin. Je me détournai de la fenêtre et commençai à me préparer pour dormir. Tout en accomplissant ma routine nocturne, me brosser les dents, me laver le visage, je me vis dans le miroir de la salle de bain. J'avais l'air épuisé, cette fatigue qui vient de l'intérieur, non de l'effort physique. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une lueur dans mes yeux que je n'avais pas aperçue depuis longtemps. De la détermination, peut-être. Ou un brin d'espoir. En me glissant sous les couvertures, je fixai le plafond inconnu, écoutant les sons étouffés de l'autoroute au loin. Demain, décidai-je, je continuerai de rouler. Peut-être irai-je à Nantes ou même jusqu'à Rennes. J'avais toujours voulu découvrir ces villes historiques. Ou peut-être prendrais-je la direction de l'intérieur des terres, explorerais-je les montagnes des Cévennes. Les possibilités s'étiraient devant moi, à la fois terrifiantes et exaltantes. Au fil de mon sommeil, mes pensées ne portaient plus sur ma famille et les vacances manquées, mais sur la route ouverte devant moi, et sur la personne que je pourrais devenir au cours de ce périple inattendu. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, une étincelle d'excitation pour l'avenir brillait en moi. Le lendemain, je me réveillai de bon matin, dérangé par l'environnement inconnu et les faibles rayons de soleil perçant à travers les interstices des rideaux. Un instant, je fus désorienté, les événements des derniers jours se ruant en moi comme un torrent de souvenirs. Mais, allongé, écoutant le monde extérieur s'animer, je ressentis un renouveau de détermination. Je me levai, pris une douche rapide dans la petite salle de bain, et rassemblai mes maigres affaires. En quittant le motel, la réceptionniste différente de celle de la veille m'offrit un sourire chaleureux en me souhaitant bonne route. Ce geste, minime en apparence, me réchauffa plus que je ne l'aurais cru. Un rappel qu'il existe de la bonté, même parmi des inconnus. Sur la route, je poursuivis vers le sud sur la 10. Le soleil du matin était éclatant, le ciel d'un bleu infini. Au fur et à mesure que je m'éloignais de chez moi, de cette famille qui m'avait tant blessé, le nœud d'anxiété dans ma poitrine se desserrait peu à peu. Plus je m'éloignais, plus je retrouvais la capacité de respirer. Je songeais à rallumer mon téléphone, à vérifier mes messages, à peut-être lire ceux de ma famille. Mais quelque chose me retenait.
Je n'étais pas prêt à affronter leurs explications ou excuses. Pour l'instant, j'avais besoin de cette solitude, de cet espace pour entendre mes propres pensées, sans l'interférence de leur voix. Au fil des kilomètres, je ne pensais plus à ce que je laissais derrière moi, mais à ce qui m'attendait. Ce voyage imprévu était une page blanche, une chance de me redécouvrir en dehors des rôles que j'avais toujours joués au sein de ma famille. Qui étais-je lorsque je n'étais pas le médiateur, l'homme toujours disponible pour les autres ? Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir m'apparaissait prometteur. La route s'étendait, pleine de possibilités, et j'étais prêt à découvrir où elle me conduirait. Alors que je filais sur l'autoroute, les panneaux verts annonçant des villes lointaines défilèrent La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Sables-d'Olonne. Chaque kilomètre m'éloignait un peu plus de la douleur et de la confusion laissée à La Rochelle. Juste après Sables-d'Olonne, hésitant entre continuer jusqu'à Nantes ou m'arrêter, mon téléphone se mit soudain à sonner. Je l'avais branché sur le chargeur de la voiture mais l'avais mis en silencieux, n'étant pas encore prêt à affronter l'afflux de messages que j'imaginais. Pourtant, il sonna, brisant le silence de l'habitacle. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Maman. Mon cœur s'accéléra, un mélange d'anxiété et de colère persistante inondant mes sens. J'avais bien envie de l'ignorer, de laisser le message vocal comme tant d'autres. Mais quelque chose, un instinct, peut-être le fruit de toutes ces années de responsabilité, me poussa à décrocher. Allô ? Ma voix me semblait étrangère, rauque par l'inactivité. Thomas ? Oh, merci mon Dieu. La voix de maman était épaisse de larmes. On essaie de te joindre depuis des heures. Je t'ai dit que j'avais besoin de temps. Commençai-je, mais elle m'interrompit. C'est ton père, Thomas. Il a fait un infarctus. Le monde sembla basculer. Mes mains devinrent engourdies, ma prise sur le volant se desserra. Peine perdue, je guidai la voiture sur l'accotement, l'esprit en tourmente. Quoi ? Quand ? Est-ce qu'il ? Je n'arrivais pas à finir ma phrase. Il est vivant, précisa maman rapidement, percevant ma panique. Mais c'est sérieux. On est à l'hôpital de Saint-Jean-de-Mont. Les médecins disent que les prochaines 24 heures sont critiques. Je restais là, le moteur tournant en silence sur le côté de l'autoroute, tandis que maman me détaillait la situation. Papa s'était effondré sur la plage ce matin-là. Sophie avait appelé les urgences pendant que maman pratiquait la réanimation. Il était stabilisé maintenant, mais admis en soins intensifs. Je demeurais silencieux, la culpabilité m'envahissant. Si j'avais été là, aurais-je pu faire quelque chose ? Aurait-il pu être évité ? Les « et si » tourbillonnaient dans mon esprit, me laissant étourdi. Thomas, tu m'entends ? La voix de maman me ramena à la réalité. Oui, je t'entends, répondis-je, ma voix paraissant lointaine. Je suis en route. J'arriverai dès que possible. Je raccrochai, essayant de digérer la nouvelle. La solitude paisible de mon escapade improvisée venait d'être brisée. La réalité, brutale et implacable, s'imposait à moi. Les mains tremblantes, je paramétrai mon GPS pour me diriger vers Saint-Jean-de-Mont. Le trajet était long, plus de 5 heures depuis ma position actuelle. Mais je n'avais pas le choix. Quoi qu'il advienne des plans de vacances, rien n'avait d'importance face à l'urgence de papa. Je repris la route, l'esprit tourbillonnant tandis que les souvenirs des derniers jours se répétaient en boucle. L'excitation du voyage, le choc de m'être senti exclu, la douleur des mots de Sophie. Tout paraissait désormais dérisoire face à cette nouvelle crise. Paradoxalement, au milieu de l'inquiétude et de la culpabilité, une petite part de moi éprouvait une sorte de satisfaction tordue. Ils avaient besoin de moi maintenant. Ils ne pouvaient ni m'ignorer ni m'oublier quand papa était à l'hôpital et que je me précipitais pour être à ses côtés. Je repoussai cette pensée, me sentant dégoûté de moi-même. Ce n'était pas une question d'orgueil, c'était une question d'amour familial. Quoi qu'il arrive, je devais être présent. Au fil des heures, je repensais aux moments partagés avec papa. Quand il m'apprenait à faire du vélo dans le quartier, lorsqu'il m'encourageait lors de mes matchs de foot au lycée, ou le sourire fier qu'il affichait lors de ma remise de diplôme. Il n'avait jamais été parfait, nul ne l'est, mais il avait toujours été là, une présence stable que j'avais pris pour acquise.
Les kilomètres s'étiraient lentement, chaque arrêt pour faire le plein ou une pause aux toilettes me semblant une éternité. Je ne pouvais pas me permettre de perdre de temps, de risquer de manquer quelque chose d'essentiel. La nuit tomba alors que je regagnais enfin le territoire de ma région. L'obscurité enveloppait la route, interrompue seulement par mes phares et les rares véhicules croisant ma route. Seul, malgré le flot constant de voitures, je ressentais le poids de l'attente qui m'attendait. Il fut bien après minuit lorsque j'atteignis les abords de Saint-Jean-de-Mont. Les rues étaient désertes, les commerces et restaurants fermés et silencieux. Tout semblait irréel, alors qu'il y a quelques jours encore, j'avais attendu avec impatience des vacances en famille insouciante. Guidé par le GPS, j'arrivai à l'hôpital, un bâtiment moderne situé en retrait de la route principale. Le parking était à moitié vide à cette heure tardive. Je trouvai une place près de l'entrée des urgences et restai assis quelques instants, rassemblant mes pensées pour me préparer à ce qui m'attendait. Prenant une profonde inspiration, je sortis de la voiture et pénétrai dans l'hôpital. Les lumières fluorescentes, éblouissantes après tant d'obscurité, me firent plisser les yeux. À l'accueil, une infirmière d'un air fatigué me donna les indications pour rejoindre les soins intensifs. Dans l'ascenseur, le cœur battant, j'essayais d'imaginer ce que je dirais à ma famille. Comment expliquer mon absence, mon silence? Comprendrait-il, ou verrait-il en moi un énième échec? Les portes s'ouvrirent, et je débarquai dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs. Et là, je les vis maman, affaissée dans un fauteuil inconfortable, le visage pâle et fatigué. Sophie, arpentant nerveusement les lieux, les cheveux en bataille et les yeux cernés. Michel, assis avec ses enfants, ces derniers blottis sur un petit canapé. Pendant un instant, personne ne me remarqua. Je restai là, tel un observateur extérieur de cette scène familiale de détresse et de solidarité. Puis maman leva les yeux, et à la vue de mon visage, son expression s'illumina. « Thomas » murmura-t-elle à peine audible, mais cela suffisit à faire cesser la course nerveuse de Sophie, qui se tourna vers moi. Un silence lourd de non-dit s'installa. Puis maman se leva en courant vers moi, m'enveloppant dans une étreinte, son corps frémissant de sanglots silencieux. « Tu es là » répétait-elle sans cesse, « tu es là. » Par-dessus son épaule, je croisai le regard de Sophie. Il y avait de la soulagement, mais aussi autre chose. De la culpabilité? De la honte? Avant même que je ne puisse y voir clair, elle détourna le regard, se concentrant à nouveau sur la porte menant aux chambres de soins. Lorsque maman me lâcha, essuyant ses larmes, la réalité reprit ses droits. « Comment va-t-il » demandai-je, redoutant la réponse tout en ayant besoin de savoir. Maman prit une inspiration tremblante. « Il est stable, dit-elle. Les médecins disent qu'il tient le coup, mais... » Sa voix se brisa, et je vis la peur dans ses yeux, cette angoisse que « stable » ne soit pas suffisant. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots. La culpabilité qui m'avait rongée pendant tout le trajet se fit encore plus lourde. J'aurais dû être là. J'aurais dû être avec eux au moment crucial. Comme si elle lisait dans mes pensées, Sophie s'exprima doucement. « Ce n'est pas de ta faute, Thomas, dit-elle. Tu ne pouvais pas savoir. » Je la regardai, surpris par la douceur de sa voix. Ce n'était pas l'image de la sœur qui, quelques jours auparavant, m'avait si cruellement rejetée. Mais nous avions tous changé, n'est-ce pas? Transformés par la peur de perdre papa, par le rappel brutal de la fragilité de la vie. Je suis désolée, dis-je, ces mots insuffisants mais indispensables. J'aurais dû répondre à vos appels, j'aurais dû. Non, interrompit maman en prenant ma main, c'est à nous de nous excuser. Nous n'aurions jamais dû te faire sentir exclu. C'était irréfléchi et cruel. Sophie hocha la tête et s'approcha. J'ai été horrible avec toi, admit-elle. Ce que j'ai dit, je ne le pensais pas vraiment. J'étais juste stupide et égoïste. Une boule se forma dans ma gorge. Voilà ce que j'avais espéré, des excuses, la reconnaissance de la douleur qu'il m'avait infligée. Mais, ici, dans cette salle d'attente stérile, avec papa luttant pour sa vie au-delà des portes, tout cela semblait dérisoire. Maintenant, rien d'autre n'a d'importance, dis-je, sincère. L'important, c'est papa. Il faut être là pour lui et pour nous soutenir les uns les autres.
Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. Sans un mot de plus, elle s'avança et me serra dans ses bras. Ce fut maladroit au début, nous n'avions jamais été particulièrement démonstratifs, mais peu à peu, je sentis sa résistance s'évanouir, son corps trembler sous ses sanglots. Peu après, maman nous rejoignit dans une étreinte collective. Pendant un moment, nous fûmes unis, mettant de côté les vieilles blessures pour faire face à cette nouvelle réalité effrayante. Lorsque le médecin arriva, dossier à la main, pour nous informer de l'état de papa, maman serra ma main avec force, et Sophie se rapprocha, sa tête reposant contre mon épaule. Quelles que soient les nouvelles bonnes ou mauvaises, pleines d'espoir ou empreintes de prudence, nous étions ensemble. Une famille, brisée et imparfaite, mais en voie de guérison. Et en cet instant, je savais que, quoi qu'il arrive, nous surmonterions cette épreuve, unis. Les jours suivants se déroulèrent dans un brouillard de couloirs d'hôpital, de murmures avec les médecins et de siestes hésitantes dans des salles d'attente inconfortables. L'état de papa s'améliorait lentement, chaque petite victoire étant célébrée avec un mélange de soulagement et d'espoir mesuré. Peu à peu, je retombais dans mon rôle habituel d'organisateur familial, celui qui veillait à ce que tout le monde mange, qui faisait le lien avec les médecins, qui s'occupait des formalités administratives. C'était plus facile que d'affronter l'ensemble des émotions qui menaçaient de m'envahir si je me laissais aller. Le 3e jour après l'infarctus, alors que je sirotais machinalement un café tiède dans la cafétéria de l'hôpital, Sophie s'asseya en face de moi. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, les yeux marqués par la fatigue. « Salut », dit-elle d'une voix rauque. Maman a finalement accepté de retourner à la maison de location pour dormir un peu. Michel est avec les enfants, et les infirmières promettent de prévenir en cas de changement. Je hochai la tête en goûtant mon café amer. C'est bien. Elle avait besoin de repos. Un silence s'installa, ponctué par le brouhaha de la cafétéria. C'était la première fois que nous étions seuls depuis mon arrivée. Thomas, commença-t-elle après un moment d'hésitation, je te dois des excuses sincères. Pas seulement celles hâtives dans la salle d'attente. Je levai les yeux, rencontrant son regard empreint de vulnérabilité, une facette que je n'avais jamais vue chez ma sœur d'habitude si assurée. Ce que j'ai dit à La Rochelle, à propos d'être la vraie famille, c'était cruel et idiot. Je ne le pensais pas, vraiment. J'étais juste. Là elle se tut, secouant la tête. Juste quoi, insistai-je, étonné de ressentir une sérénité inhabituelle. La colère qui m'avait poussé à fuir semblait bien loin. Jalouse, je suppose. Ce qui paraît absurde, je sais, mais tu as toujours été celui sur qui maman et papa comptaient. Tu es le responsable, celui qui gère tout. Et parfois, j'avais l'impression qu'ils étaient plus fiers de toi que de moi et de ma petite famille. Je la regardai, abasourdie. Tu plaisantes ? Sophie, il t'adore. Tu es celle qui réussit, avec une famille épanouie et une belle maison. Moi, je suis juste, moi. Elle rit brièvement, un rire court et dépourvu de joie. Tu ne vois pas à quel point tu es incroyable. Tu es toujours là pour les autres, toujours prêt à tout sacrifier. J'ai voulu prouver que je pouvais être comme toi, organiser les vacances parfaites, tout gérer. Et, ce faisant, je t'ai blessé. Je suis vraiment désolée, Thomas. Une boule se forma dans ma gorge. Toutes ces années à me sentir mis de côté, à penser que ma famille me considérait comme une simple option, et voilà que Sophie m'avouait sa jalousie. C'était presque trop à encaisser. Je ne savais pas que tu ressentais cela, dis-je enfin. J'ai toujours pensé que tu avais tout compris. Sophie secoua la tête, esquissant un sourire penaud. Personne n'a vraiment tout compris, petit frère. On fait tous de notre mieux, même quand ce mieux n'est pas suffisant. Un nouveau silence s'installa, mais cette fois, il était différent. La tension accumulée depuis si longtemps semblait s'être dissipée, remplacée par une compréhension mutuelle. Moi aussi, je suis désolée, déclarai-je après un moment. Et d'avoir fui, de ne pas avoir répondu à vos appels. J'aurais dû être là. Non, répondit-elle fermement. Tu n'as rien à t'excuser pour. C'est nous qui t'avons blessé, et tu avais besoin d'espace. Ce qui compte, c'est que tu sois ici maintenant. Je hochai la tête, sentant un poids s'alléger sur mes épaules.
Ce n'était pas la solution miracle à tous nos problèmes, mais c'était un début. Une base sur laquelle reconstruire. En regagnant la chambre de papa, je repensais aux méandres qui nous avaient menés jusqu'ici. La douleur, les malentendus, les rançayures tacites, tout cela avait façonné nos relations. Mais l'amour, l'histoire partagée, ce lien indéfectible de la famille, y avait aussi joué son rôle. Les jours suivants, alors que papa reprenait doucement des forces, j'eus des conversations similaires avec maman et même avec Michel. Chaque échange dévoilait une facette de nos dynamiques familiales, exposant les insécurités et les malentendus qui nous avaient éloignés. Maman confia qu'elle se sentait parfois trop dépendante de moi, craignant de m'imposer le poids des responsabilités familiales. « Tu es si capable, Thomas, me dit-elle en larmes, que j'oublie parfois que tu as aussi besoin de soutien. » Michel, avec sa manière un peu bourrue, admit toujours avoir été intimidé par mon attitude. « Tu as cette façon de toujours savoir quoi faire, dit-il, qui me fait parfois sentir inutile. » Chaque conversation était comme une pièce de puzzle se mettant en place. Le tableau qui en résultait n'était pas parfait, nous étions une famille avec nos défauts et nos problèmes, mais il était plus sincère que jamais. Quant à papa, dès qu'il fut assez fort pour tenir de longues conversations, il partagea ses propres révélations. « J'ai toujours eu peur pour toi, Thomas, dit-il, la voix encore faible mais les yeux clairs. Tu étais toujours occupé à t'occuper des autres, et je me demandais si tu prenais soin de toi. Quand tu n'étais pas venu aux vacances, une partie de moi était soulagée. Je pensais que tu faisais enfin quelque chose pour toi. » Ces paroles me frappèrent. Elles me firent prendre conscience de tout ce que j'avais sacrifié en essayant d'être le parfait fils et frère, de toujours répondre aux attentes des autres, au point d'oublier qui j'étais. C'était difficile à digérer, et il y eut des moments où je me sentis submergée. Mais il y avait aussi un sentiment de délivrance, comme si un lourd fardeau s'était enfin allégé. Une soirée, environ une semaine après l'infarctus de papa, je me retrouvais sur le balcon de la villa de la Baule où nous avions finalement séjourné. Le soleil se couchait sur l'océan, teignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Le bruit des vagues, apaisant, rythmait les battements de mon cœur. Derrière moi, la porte coulissante s'ouvrit et je vis Sophie qui sortit sur le balcon. Elle me tendit une bière et s'appuya contre la rambarde à mes côtés. « Un sou pour tes pensées ?» demanda-t-elle en prenant une gorgée de sa boisson. Je ris doucement. « Pas sûr qu'elle vale autant, » répondis-je. Je repense à tout. C'était une sacrée semaine. Sophie acquiesça. C'est vrai. Mais tu sais quoi? Je pense qu'on avait besoin de tout cela. Pas de l'infarctus de papa, évidemment, mais de cette épreuve. Une occasion de vraiment se parler. De mettre les choses au clair. Je réfléchis un instant, puis hochai la tête. Oui, tu as raison. On jouait tellement de rôles qu'on avait oublié comment être nous-mêmes l'un avec l'autre. Exactement, dit-elle. Mais maintenant, je ne sais pas. On a une chance de repartir à zéro. De construire quelque chose de meilleur. Alors que nous regardions ensemble la dernière lueur du jour disparaître, un sentiment de paix m'envahit. La douleur et la colère qui m'avaient poussé à fuir il y a quelques jours semblaient désormais lointaines, remplacées par une compréhension renouvelée et un respect mutuel. Nous n'étions pas parfaits. Nous aurions encore des disputes, des moments de blessure. Mais désormais, nous avions une base d'honnêteté sur laquelle nous appuyer. Nous avions partagé nos faiblesses, reconnu nos erreurs, et choisi d'avancer ensemble. Le lendemain, alors que nous nous retrouvions tous pour le petit déjeuner, une légèreté nouvelle flottait dans l'air. Papa était encore à l'hôpital, mais il s'améliorait chaque jour, et nous étions tous prudemment optimistes quant à sa guérison. En regardant autour de moi, voyant maman s'affairer sur les crêpes, Sophie tenter de rassembler ses enfants pour qu'ils mangent leurs fruits, et Michel essayer discrètement de se servir une seconde portion de bacon, j'éprouvais un élan d'amour si fort qu'il m'en coupait le souffle. Nous étions désordonnés et complexes, pleins de contradictions. Mais nous étions aussi résilients, capables de grandir et de changer. Nous avions traversé une crise ensemble et en étions ressortis plus unis. Je savais que des défis nous attendaient encore. Les vieilles habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain, et nous aurions tous à travailler pour préserver cette nouvelle manière de nous comprendre. Mais, assis là, entouré du chaos et de l'amour de ma famille,
je compris une chose avec certitude, quoi qu'il arrive, nous le traverserions ensemble. Et cela suffisait. Les semaines qui suivirent l'infarctus de papa se déroulèrent dans un flou d'allées d'hôpitaux, de discussions familiales et de moments de réflexion silencieuse dans des salles d'attente inconfortables. L'état de papa s'améliorait lentement, mais sûrement, chaque petite victoire étant accueillie avec un mélange de soulagement et d'espoir prudent. Je décidai de prolonger mon séjour à la Baule pour travailler à distance et aider papa dans sa convalescence. Ce ne fut pas toujours facile, notre franchise nouvelle entraînait parfois des tensions et des vérités dérangeantes, mais c'était nécessaire. Nous reconstruisions nos liens familiaux sur des bases solides, et cela demandait du temps et des efforts. Par un matin frais de septembre, je me retrouvai à marcher sur la plage avec papa. Il avançait plus lentement qu'avant, mais une détermination nouvelle marquait chacun de ses pas. Nous marchâmes en silence, seulement accompagnés par le bruit des vagues et le cri lointain des mouettes. « Tu sais, Thomas, dit-il finalement d'une voix pensive, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À la vie, à la famille. À ce qui compte vraiment. » Je hochai la tête, l'invitant à poursuivre. Ces conversations étaient devenues fréquentes depuis son infarctus, et je commençais à les chérir. J'ai compris une chose, poursuivit-il. Toutes ces années où je travaillais tard, manquant tes matchs ou tes événements. Je pensais le faire pour la famille. Pour vous offrir le meilleur. Mais je réalise maintenant que je le faisais peut-être pour moi, pour prouver quelque chose. Et ce faisant, j'ai raté tant de moments importants. Une boule se forma dans ma gorge. Papa, tu as toujours été un père formidable. Tu le es encore. Il secoua la tête avec un sourire penaud. J'ai essayé, mais j'aurais pu faire mieux. Nous aurions tous pu faire mieux. Ce réveil nous offre une chance de changer, de nous améliorer, pour nous et pour les autres. En regagnant la villa, je songeais à tout ce qui avait changé en si peu de temps. La douleur qui m'avait poussé à fuir semblait appartenir à un passé lointain, remplacé par une compréhension plus profonde de la vie et de l'amour familial. Chez nous, maman et Sophie s'étaient mises à rire en préparant le déjeuner, partageant des souvenirs d'un ancien voyage de camping désastreux où la tente s'était effondrée en pleine nuit. Je grognais en plaisantant à propos des aiguilles de pin encore incrustées dans mes cheveux, et bientôt, nos rires s'entremêlèrent, effaçant les tensions passées. Ce soir-là, réunis sur la terrasse à regarder le coucher de soleil, je méditais sur le chemin parcouru. La douleur et la colère qui m'avaient poussé à partir il y a une semaine paraissaient désormais lointaines, remplacées par une compréhension nouvelle et un désir sincère de renouer les liens. Michel prit la parole soudainement. « Vous savez, je me disais. Et si on faisait de ces réunions une tradition annuelle ? Pas l'infarctus, bien sûr, mais simplement ce moment où l'on se retrouve pour être une vraie famille. » Un silence suivit, puis des hochements de tête et des murmures d'accord s'installèrent. « C'est une excellente idée, » dit maman en serrant la main de Michel. « Nous avons laissé trop de choses nous séparer. Il est temps de se redonner la priorité. » Alors que la conversation dérivait sur les projets futurs, un sentiment de paix m'envahit. Nous n'étions pas parfaits, aucune famille ne l'est, mais nous faisions des efforts pour mieux communiquer, pour nous voir tels que nous sommes vraiment. Le lendemain, en faisant mes valises pour regagner La Rochelle, je ressentis une étrange mixture d'émotions. Une part de moi était triste de quitter ce cocon de retrouvailles, tandis qu'une autre se réjouissait de retourner chez moi avec une nouvelle perspective, plus fidèle à moi-même et à ce qui comptait vraiment. Sophie me rejoignit dans ma chambre, pliant les derniers vêtements dans ma valise. « Tu pars vraiment, hein ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre le cadre de la porte. Je hochai la tête. « Oui, il est temps. Mais je reviendrai bientôt. Peut-être pour les fêtes de fin d'année ?» Elle sourit. « Tu ferais bien, sinon les enfants ne pardonneraient jamais à leur oncle Thomas de rater la tarte à la citrouille. » Nous éclatâmes de rire, puis le silence s'installa de nouveau. Finalement, Sophie murmura, la voix douce, « Tu sais, Thomas, j'ai repensé à ce que tu as fait. Fuir quand tu t'es senti blessé. C'était courageux. » Je la regardai, surpris. Courageux ? Je pensais plutôt que c'était de la lâcheté. Elle secoua la tête. Non, c'était du courage. Tu as affirmé ta valeur. Tu nous as montré qu'on ne pouvait pas t'ignorer sans conséquence. Et ce faisant, tu nous as donné une chance de grandir, de nous améliorer.
Ces mots me frappèrent, me faisant reconsidérer mes actes sous un jour nouveau. J'avais tant culpabilisé de m'être éloignée, de n'avoir pas répondu à leurs appels quand papa était malade. Mais peut-être que, finalement, c'était nécessaire. Plus tard dans la journée, alors que je reprenais la route vers La Rochelle, je méditais sur le chemin parcouru. Le trajet familier se répétait, mais le voyage intérieur, celui qui me menait à reconstruire mes liens familiaux et à me redécouvrir, était un territoire inconnu. Je savais que des défis persisteraient. Les vieilles habitudes ne s'effaceraient pas du jour au lendemain, et nous devrions tous travailler pour préserver cette nouvelle sincérité. Il y aurait des désaccords, des incompréhensions, des retours aux anciens schémas. Mais je savais désormais que nous avions une base solide. Nous avions vu nos pires côtés et nos meilleurs, et nous étions déterminés à avancer ensemble. En arrivant enfin à La Rochelle, je ressentis un profond sentiment de retour à la maison, pas seulement dans un lieu physique, mais en retrouvant la véritable essence de Thomas, plus authentique et conscient de sa valeur. Les jours suivants, je repris ma routine avec une vision renouvelée. Mon travail, autrefois accaparant, n'était plus qu'un élément parmi d'autres de ma vie. Les amitiés négligées reprenaient leur importance, méritant à présent mon attention. Je pris alors la résolution de cultiver mes relations avec ma famille, mes amis, et surtout avec moi.